On a tendance à penser que quand on est dans une période faste, ça va durer pour toute la vie. Vous avez plus de chances que votre activité actuelle meure dans les 5 prochaines années, qu'elle soit encore là. Et même si tu fais du chiffre d'affaires, en fait, tu peux te retrouver clairement sur la paille à cause de ça. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas juste balayer en se disant non, il va rien m'arriver. J'ai 2 personnes en particulier en tête qui ont un business qui était très gros et qui maintenant stagne, voire descend. Est-ce qu'il faut opposer un entrepreneur qui fait faillite à un entrepreneur qui perdure? Je pense pas, en fait. Bienvenue dans le podcast Amour, Gloire et Business, un nouvel épisode dans lequel on va répondre à une question qui nous a été posée sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi je me mets à parler comme Jean-Luc Reichmann. Cette question, quelle est-elle? C'est qu'est-ce qui différencie... Tiens, je te laisse là continuer. Qu'est-ce qui différencie... Moi, je vais pas faire Jean-Luc Reichmann. Hein. Qu'est-ce qui différencie un entrepreneur qui perdure versus un entrepreneur qui fait faillite? C'est ça la question précise qu'on a reçue. Exactement. D'une follower. De Laurane. Merci Laurane d'avoir posé la question. Coucou Laurane, on t'embrasse. Donc, on s'est dit que ce serait une question hyper intéressante. Et ben c'est parti, on va donner notre avis là-dessus. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur... Déjà, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur fait faillite? Ah, bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur fait faillite? Il y a plusieurs causes à ça, mais en tout cas, une qu'on a observée autour de nous, c'est un problème de gestion. En fait, de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre, c'est que la boîte est mal gérée, ou en tout cas, il y a plus de sorties que de rentrées, quoi, tu vois, c'est tout simplement ça. La faillite, ça va être ça. Et vous avez des business qui font en soi de l'argent, qui font du chiffre d'affaires, mais qui peuvent se retrouver en faillite. Après, on va pas rentrer dans un épisode technique sur... Qu'est-ce qui fait qu'on fait faillite? Ouais, enfin, moi que tu as envie de creuser le sujet. Bah, en 2 mots, nous, on a fait des masterminds dans lesquels on nous a dit faut recruter, faut recruter, faut recruter. Oui. C'est comme ça qu'on fait faillite. Non, c'est réducteur ce que je dis, mais effectivement, en fait, ce qui peut vraiment mettre un coup d'arrêt à l'entreprise, alors là, peut-être moins en 2025, puisque tout le monde est en train de se prendre un peu un frein, mais s'il y en a qui ne se prennent pas un frein, qui font de la croissance, c'est là qu'on peut se planter. C'est-à-dire que tu as fait une belle année là, tu as eu une belle croissance, tu finis l'année à 300 000 ou tu finis l'année à 600, enfin à 300 000 quand tu es habitué à 100 000, tu finis l'année à 600 000 quand tu es habitué à 300 000, tu finis l'année à 2 millions quand tu es habitué à 1 million. Ce genre de croissance, et encore 2 millions, 1 million, encore ça se va, 5 millions au lieu d'1 million, bref, tu as cette belle croissance et en fait, là, beaucoup d'entrepreneurs vont se dire, bon bah c'est le new normal, tu vois. C'est-à-dire que ça va être toute la vie comme ça, non c'est pas toute la vie comme ça, et il y en a beaucoup qui se sont pris ça, époque milieu post-Covid, de bon bah là, putain j'ai fait 300 000 balles, donc je vais recruter 300 000 balles on va dire d'équipe, ou en tout cas je vais dépenser pour ma capacité de revenu de 300 000 balles, sauf qu'ensuite vient soit une régulation du marché, une autorégulation du marché naturelle, soit vient une crise, soit vient une guerre, soit vient quoi que ce soit qui a un frein, ce qui fait que en fait c'est là que tu te retrouves avec tout à coup beaucoup trop de dépenses en beaucoup trop peu de temps par rapport à ce que tu encaisses. Et si tu n'arrives pas à suivre la cadence, c'est comme ça que tu bouffes la terre, quoi. Et notamment des coûts que tu peux pas stopper facilement. C'est ça. Par exemple, si tu embauches des salariés, si tu t'engages sur des bureaux qui coûtent cher, tout ce genre de dépenses où tu peux pas switcher comme ça. Ouais. Parce qu'à la limite, si par exemple tu n'as que des prestataires, que tout est très flexible, etc., si tu vois que tu vas dans le mur, tu peux couper à temps, tu as un préavis par exemple d'1 mois, ça va, c'est gérable. Mais si tu as des dépenses qui sont engageantes, des postes de dépenses engageants, là ça peut être plus compliqué. Néanmoins, même quand tu as des choses qui ne sont pas engageantes, si tu ne connais pas tes chiffres, si tu pilotes mal ta boîte, tu peux aussi te faire avoir, en fait, ça peut se jouer parfois juste à un enjeu de trésorerie, c'est-à-dire que par exemple si tu as des paiements de tes clients en 3 fois, 6 fois, 12 fois, si tu as par exemple tu devais toucher de l'argent à tel moment mais finalement il y a du retard, si tu as des impayés, et parfois on se dit ouais mais c'est bon, c'est pas grand chose, mais si tu as ne serait-ce que 5 ou 10% en fait, et que dans le même temps tu as des charges qui vont arriver plus tôt que prévu, tu n'avais pas bien calculé, par exemple, j'en sais rien, les impôts qui vont tomber à telle date et tu n'as pas l'argent qui est rentré. En fait, des fois, c'est juste
un jeu d'agenda qui se fait, ou pour quelques pourcentages, mais qui vont en fait créer, boum, un gros problème dans la trésor parce que tu as mal piloté ça. Et quand on commence dans le business, on se rend pas forcément compte parce que, en plus, dans nos activités de coaching, formation et tout ça, c'est des activités où quand on commence, je veux dire, c'est pas très compliqué. Enfin, on n'a pas de coût fixe, on n'a pas de matériel. Enfin, c'est très simple à piloter au tout début. Je veux dire, tu factures un client 1 000 €, bon, t'as 1 000 €, c'est pas compliqué. Pour peu que tu sois en micro-entreprise, bon, t'as pas des charges énormes, ça va. Franchement, ça va. Mais quand ça commence à grossir, que tu commences à avoir une équipe, plus d'outils, de l'impôt sur les sociétés à payer, du machin, du truc, en fait, si t'as pas pris l'habitude de vraiment suivre tes chiffres, là, ça risque de se retourner contre toi. Et même si tu fais du chiffre d'affaires, en fait, tu peux te retrouver clairement sur la paille à cause de ça. Et je te vois sourire, à quoi tu penses? Ah bon, je pense à quoi? C'est la question. Ah non, oui, ça m'évoque des trucs où très souvent, quand les gens font de la pub, ils gèrent mal, ils vont faire de la pub, ils vont rien suivre, et ils vont pas savoir si déjà ils sont rentables, ce qui est la pire chose à faire. Mais bon, après, on atteint par contre d'autres niveaux où effectivement, c'est pas fun. Développer un business au-delà des 300 000 € par an, quand on a une acquisition payante, moi je trouve ça pas fun. Il y en a qui adorent, c'est leur truc, très bien. Je trouve ça pas fun du tout. Parce que tu dois quand même savoir, ok, à jour 1, j'ai mis 100 balles en pub, à combien de temps j'ai un client et à quel tarif, et est-ce que j'ai le fonds de roulement pour me le permettre. Et c'est comme ça que très souvent, il y a des gens, ils vont mettre du cash, ils vont pas avoir le temps de choper le client, et ils pourront plus mettre de budget. Et en fait, entre le moment où il y aura eu l'encaissement et le moment où le budget sera mis, c'est tu mets un budget au jour 1, tu mets un budget au jour 2, tu mets un budget au jour 3. En fait, ça, c'est vraiment des maths pas fun, mais si ça, c'est pas maîtrisé, tu te retrouves un jour où tu te dis « Ah ouais, j'ai eu un client en dépensant tant d'argent, sauf que j'ai dépensé 5 000, le client m'a rapporté 4 000, donc j'ai perdu 1 000. » Et ça peut arriver sans que vous vous en rendiez compte. Et en fait, vous pouvez tout à fait être en train de perdre de l'argent au fur et à mesure aussi, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que, en fait, finalement, un entrepreneur qui dure versus un entrepreneur qui fait faillite, c'est un entrepreneur qui connaît ses chiffres. C'est vraiment un des points, mais c'est même le point fondamental en réalité, parce que la faillite, ça vient de cette inadéquation-là, en fait. Et même, tu vois, pour la publicité, si vous avez un prestataire pub qui vous donne une partie de vos chiffres qui vont l'intéresser parce que, voilà, est-ce que le tunnel, il est rentable, pas rentable, machin, mais qui n'a pas en tête, qui n'a pas conscience de l'ensemble des coûts du business et de ce qu'il faut pour que vraiment le business au total soit rentable, en fait, ça va pas suffire comme information pour piloter. Donc, quand le business grandit, c'est juste indispensable de maîtriser ça. Et ce qui se passe, c'est souvent l'inverse, c'est que comme on gagne plus d'argent, on fait plus de chiffre d'affaires, on se dit, je suis large. Maintenant, j'ai de quoi faire, je peux dépenser. Et c'est là qu'on se retrouve à dépenser plus, mais sans aller même dans le business, dans la vie perso, c'est pareil. Tu prends un salarié qui va avoir son salaire qui augmente parce que belle promotion, etc. Si il ne maîtrise pas ses chiffres, s'il n'a pas la notion de ses dépenses, de ses coûts fixes, etc., de ses impôts et compagnie, mais en fait, il va se retrouver à dépenser plus que ce qu'il gagne, il va se retrouver en galère au moment de payer son impôt sur le revenu, enfin... En fait, ça peut se passer exactement de la même façon. C'est la même façon de gérer. Tu peux avoir un très très bon salaire, mais ne pas préparer l'avenir parce que tu n'épargnes pas, tu ne places pas intelligemment, tu ne suis pas tes investissements, etc. et te retrouver en galère alors qu'en soi, tu gagnais bien. Et c'est la même chose dans le business. C'est que si tu n'investis pas au bon endroit, si tu ne mets pas d'argent de côté et que donc tu ne constitues pas une trésorerie aussi de secours, en fait, tu vas te retrouver potentiellement en difficulté parce que on a tendance à penser, comme tu le disais, que quand on est dans une période faste, ça va durer pour toute la vie. Et ça, c'est une des erreurs que j'ai faites, que plein de gens font, où on se dit, c'est bon, j'ai mis en place mon système, ça marche, ça a fait ses preuves, ça fait 3 mois que ça roule, nickel, j'ai tout compris. Et en fait, évolution de marché, concurrents, même toi qui en as ras-le-bol, problème dans l'équipe, mais n'importe quoi qui peut se passer. Et en fait, ça plonge. Et si tu n'as pas de trésorerie de sécurité, c'est comme dans ta vie personnelle où si tout va bien, t'es en bonne santé, tes enfants vont bien, pas de soucis, machin, t'es dans ta maison, pas de problème, tout va bien. Mais si tu n'as pas anticipé, tu vois, c'est la cigale et la fourmi, le jour où il y aura un pépin, si t'as un problème de santé, que je sais pas, t'as une grosse réparation, des gros travaux à faire, n'importe quoi, là tu te retrouves un peu dans la panade alors qu'en soi, tu gagnes bien ta vie, ce n'est pas le sujet. Ouais. Donc c'est la même chose dans le business, donc il faut vraiment arriver à la fois surfer
sur les périodes fastes, parce que les périodes fastes, c'est aussi les périodes pendant lesquelles on va investir, tester, innover, prendre des risques. Et un business, il a besoin qu'on prenne des risques. Mais c'est aussi les périodes où il faut se dire, bon, je surfe sur la vague, mais dans le même temps, j'anticipe les moments où peut-être ce sera un petit peu moins fast, soit pour des raisons externes, soit parce que moi, je serai moins à fond dans le business. Parce que parfois, le marché, il se porte comme d'habitude, mais nous, on n'est pas inspiré, on n'est pas motivé, on a des enjeux perso, et en fait, on n'est plus impliqué autant qu'avant dans le business, ou même un souci de santé, n'importe quoi. Donc, d'anticiper ça, avoir de la trésor de côté, de sécurité, comme on a de l'épargne de précaution à titre perso, et s'assurer que nos dépenses, elles vont pas nous mettre dans la mouise si jamais à un moment il y a un souci. Donc arriver à jouer en fait sur les deux tableaux. Ouais. Ok. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un gros sujet sur effectivement la faillite. C'est un peu le plus important. Oui, finalement, oui. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que en fait, est-ce qu'il faut opposer un entrepreneur qui fait faillite à un entrepreneur qui perdure ? Je pense pas, en fait. Pour moi, un entrepreneur qui perdure, c'est un entrepreneur qui fait beaucoup faillite, en fait, et qui en a rien à foutre. Enfin, qui en a rien à foutre. Faillite, pas littéralement, quoi. Qui traverse. Bah, tu peux, hein. Et encore, oui. Tu peux, franchement. Là, récemment, tout le monde est en train de dire, ouais, il y a Marc Simoncini qui a fait faillite, oh là là. Il s'en bat les couilles, il refait une entreprise s'il veut. En fait, ça fait pas de lui un mauvais entrepreneur, ça fait pas de lui un pas entrepreneur, ça fait de lui un gars qui a une boîte, et je sais même pas si c'est sa boîte d'ailleurs, mais ça fait juste de lui un gars qui a développé un projet, qui n'a pas marché, et il n'y a plus qu'à en faire un autre, en fait. Et factuellement, statistiquement, vous avez plus de chances que votre activité actuelle meure dans les 5 prochaines années qu'elle soit encore là. Ambiance. Ah oui, mais pardon, mais il faut dire la vérité. 5, je suis ambitieux, ça peut être 10, ça peut être 15, mais en gros, dans votre vie, vous avez plus de chances que votre entreprise fasse faillite, entre guillemets, soit que ça fasse faillite, soit que ça s'arrête, soit que quoi que ce soit. Il y a plus de chances que ça ne continue. Il suffit juste de regarder autour de vous. C'est pas parce qu'on est dans le monde du business en ligne que c'est le monde des bisounours, c'est que les entreprises, elles durent jusqu'à la fin de nos jours. Vous sortez dans la rue, pardon, mais tu sors dans la rue, tu vois le nombre de boîtes qui ferment, qui sont remplacées, de nouvelles boîtes qui rouvrent. Tout le temps, ça fait partie du game, en fait. Et faut juste être ok avec ça, et si t'en as une qui se plante, bah fais autre chose, et c'est ok. Et la seule chose qui fait que tu vas être vraiment en faillite, mais t'es en faillite de ta vie, peut-être parce que tu peux plus faire d'entreprise. Bon, après, si tu fais une vraie faillite, c'est compliqué pour refaire une entreprise, t'as ces enjeux-là, mais bon, tu peux partir aux États-Unis et puis c'est réglé. Bon, c'est plus compliqué que ça, je sais, mais voilà, il y a toujours une solution, quoi. Et là où il peut y avoir un enjeu, c'est plus sur votre réputation. C'est si vous avez coulé une boîte, comment vous l'avez coulée. Est-ce que vous êtes les personnes, l'autre là qui avait... Non, c'était des arnaques, donc ça peut pas compter. Chose, ouais. Si on prend WeWork, ça a pu niquer leur réputation, mais après, je pense que même si tu détruis ta réputation, ça reste une question de temps avant que tu puisses revenir, parce que sous 5 ans, on t'a oublié, tu peux relancer un truc. Ah, c'est la personne qui a fait ça, ouais, bah aujourd'hui elle fait ça, ok, trop bien. Et on oublie quand même très très vite. Donc en fait, pour moi, c'est juste... ça fait partie du package, en fait. Et ça dépend aussi de l'histoire que tu racontes. C'est-à-dire que autour d'une faillite ou d'un arrêt de ton business, c'est juste toi qui racontes l'histoire que tu veux à ce sujet-là, en fait. C'est un peu politique, quoi, l'histoire. Donc, parce que l'activité peut s'arrêter par problème de gestion, parce que l'argent rentre plus, tout ça. Ouais. Mais ça peut être aussi un arrêt parce que toi, t'en as ras-le-bol ou parce que tu passes sur un autre projet. C'est-à-dire que votre business, il peut aussi s'arrêter un jour parce que vous déciderez de faire autre chose, tout simplement. Et ça, c'est fréquemment le cas. D'ailleurs, dans nos activités où généralement on se lance dans un business sur une thématique, une niche, un sujet, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passaient un certain nombre d'années à créer du contenu sur ce sujet-là et tout, font un petit peu le tour et ont envie de parler d'autres choses. Notamment quand le sujet en question, on n'est plus concerné personnellement. Par exemple, la reconversion, au bout de X années où moi-même j'avais posé ma dème, ça va, tu vois, je connais le sujet, j'ai un peu fait le tour. Par contre, si on prend les personnes qui perdurent beaucoup dans leur activité, c'est les personnes qui font du contenu et qui ont leur business sur tout ce qui est sport, santé. Parce que ça, c'est le genre de choses où, en fait, quand tu es passionné de sport et de santé, tu vas pas faire 5 ans et te dire « En fait, non, j'en ai marre d'être en bonne santé, ça m'intéresse plus. » Non, c'est un truc qui va te suivre toujours, quoi. Alors que
un sujet précis sur une problématique que toi tu as résolue à un instant T où tu veux aider les autres à le faire, si ce sujet n'est plus d'actualité pour toi, au bout d'un moment, ça va commencer à vraiment te fatiguer et tu auras fait le tour. Donc, de toi-même, tu vas soit volontairement arrêter le business, soit tu vas le saborder inconsciemment, où tu vas dire « Ah, je m'auto-sabote ». En fait, tu t'auto-sabotes de rien du tout. C'est juste que inconsciemment, tu as juste envie que ça s'arrête et de pouvoir passer à autre chose et avoir une bonne raison de passer à autre chose. Ah bah oui, ça marchait plus comme avant. Bah ouais, mais en même temps, t'as peut-être moins mis l'énergie et l'envie pour le développer comme avant. Donc il y a plein de raisons qui font que ça peut s'arrêter. Et donc je te rejoins sur le fait de dire finalement qu'un entrepreneur qui perdure versus un entrepreneur qui fait faillite, c'est quelqu'un qui décide de perdurer dans l'entrepreneuriat. Parce que sans même aller jusqu'à la faillite, des revers de manche, il va y en avoir. Des projets qui vont pas marcher, des années qui vont être moins fastes que d'autres, etc. Il y en aura, mais ce qui fait que tu vas perdurer, c'est que tu décides et tu cherches les solutions pour pouvoir perdurer. Et parfois, le fait de perdurer, ça nécessite de faire des choses que tu n'avais pas prévu de faire, d'une façon qui n'était pas anticipée, ou au début tu dis je suis peut-être pas alignée, je sais pas trop, mais je veux pouvoir rester quand même dans le business. Donc, c'est prendre les décisions qui vont te permettre de rester. Quitte à faire des pivots conséquents, quitte à faire des choses que tu n'aurais pas forcément souhaité à la base, mais dans lesquelles finalement tu vas trouver aussi énormément d'avantages en le vivant parce que ça va t'amener de l'expérience, ça va t'amener du storytelling en plus, etc. quoi. Ouais. Donc effectivement, il y a ça, de perdurer de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre entre perdurer et faire faillite? Moi j'en ai un qui me vient. Okay. C'est de continuer en fait à proposer des choses. Je pense que... Pourquoi tu rigoles? Parce que j'y pensais, j'allais dire c'est de se réinventer, mais en même temps je trouve que c'est faux. Donc vas-y. On peut aller sur les deux aspects. Soit tu te dis... Ça dépend aussi de si tu as du personal branding ou pas dans ce que tu fais. Je pense que si tu as du personal branding et que toi-même, tu évolues pas, t'amènes rien de nouveau, et donc toi-même, en fait, ça t'éteint un petit peu au bout d'un moment, les gens le sentent en fait dans l'énergie. Quelqu'un qui est moins... animé par ce qu'il fait, par ce qu'il raconte, l'audience, elle perd un petit peu de l'intérêt. Donc, de cette façon-là, tu vas aussi emmener ton business vers la perte, quoi. Pourquoi Parce que du coup, ça m'a un peu coupé dans la réflexion. C'était quoi que tu t'avais en tête, toi? On peut dire, ouais, c'est quelqu'un qui se réinvente, et en même temps, il y a des gens, ça fait 15 ans qu'ils font la même chose, ils sont toujours là, et ils s'en battent les couilles. Que ça les inspire ou pas, ils font leur truc en fait. Vrai. Et parce que c'est leur truc de faire leur truc. Et ils se posent pas des questions de est-ce que je suis aligné ou pas. Non, c'est je fais mon truc et puis ça rapporte de l'argent et puis je fais ma vie et je me pose pas des questions à la con quoi. Je dis des questions à la con, je me les pose aussi. Hein, donc voilà. Mais tu vois, donc oui, se réinventer, ça fait partie du fait de continuer, mais aussi en avoir rien à foutre et pas se réinventer, ça marche aussi. Donc, y a, pour moi, tout ça, c'est un peu du bullshit qu'on se raconte, en fait. En même temps, parce qu'on a beaucoup d'exemples de business qui se réinventent pas du tout. Parce que tu vois, je vais chercher des exemples de business, tu vois, qui sont là depuis hyper longtemps. Je sais pas pourquoi je pense au cordonnier qui fait mes talons, là. Le gars, je pense qu'il est là depuis toujours, en fait. Il a sa boutique, il fait ça depuis toujours. Est-ce qu'il se réinvente? Pas vraiment, si ce n'est qu'il va s'être mis sur... Il change les produits, quoi. Parfois, au lieu d'avoir des lacets, il a des clés USB, je sais pas. Ouais, voilà, il va y avoir des nouveautés dedans. Tu vas voir, par exemple, je sais pas, ceux qui vont faire les points relais pour pouvoir attirer la clientèle. Ils vont faire Google My Business. T'as aussi des business assez traditionnels qui vont se mettre sur Instagram ou ce genre de choses. Donc, il y a une petite forme de réinvention. Mais... on est sur un peu un besoin éternel. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est que vraiment les besoins de base qu'il y aura toujours, sauf révolution technologique, IA et machin qui vient faire bouger ça, parce qu'il y a aussi ça qui peut jouer. Bon, on peut rester là un petit moment. Sur d'autres thématiques, c'est pas forcément la même chose. Là, tu vois, je me pose la question. Je prends l'exemple de Franck Lobvé, vu que je reviens du stage que j'ai fait avec lui. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à chercher sur YouTube pour regarder son travail. Franck, ça doit faire peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, je pense, qui fait ses stages. Et donc lui, il fait des stages, il y en a peut-être 2 par mois environ. Il a entre 20 et 25 personnes à ses stages à chaque fois. Et donc, il a commencé il y a des années, et puis il fait ses stages en fait. Si tu regardes comment il s'y prend, c'est ça son modèle, en tout cas de ce que j'en vois. Et en soi, est-ce qu'il cherche à se réinventer dans le sens de suivre les tendances et machin? Pas du tout. Absolument pas. Par contre, dans la façon de communiquer, il a un collaborateur, enfin je connais pas leur deal exact, mais qui s'appelle Arnaud,
qui va s'occuper de faire les vidéos, de faire les tournages. Il est aussi, c'est pas lui qui va le faire, mais il y a des réels de lui sur YouTube qui tournent. Donc en fait, il est dans le YouTube game, mais c'est pas... j'imagine qu'il n'y était pas comme ça il y a 10 ans. Et c'est pas lui qui va être là à se dire « Ah, il faut que je me réinvente et que je surfe sur tout ça ». C'est juste que il va s'être entouré, je pense, des bonnes personnes pour ça et que quand même, son business suit quand même les évolutions aussi. Par contre, le cœur de ce qu'il fait, le fond de ce qu'il apporte, et j'allais dire reste le même, mais non, parce qu'en fait, ce qu'il disait il y a 10 ans, il y a des choses qui ont bougé par rapport à ce qu'il dit aujourd'hui. Tu vois, il y a 10 ans, il allait être plus, c'est lui qui le dit, un peu plus sur les trucs perchés, plus spiritualité, là où aujourd'hui, au contraire, il veut ramener les gens beaucoup plus terre à terre. Donc, finalement, même dans le discours, il y a des choses qui évoluent. Ça n'évolue pas parce que ça doit évoluer pour pas faire faillite ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Juste, lui, naturellement évolue. Et je pense que c'est un bon exemple parce qu'il y a un truc vraiment très ancré, mais en même temps, il y a une forme d'évolution. Et je pense que c'est le fait de lui rester en phase avec ce qu'il dit et de promouvoir ça via YouTube, les réseaux, etc., qui permet aussi à son business de se développer. Tu vois, ou d'être interviewé par des personnes qui aujourd'hui ont une audience. Tu vois, c'est tout ça qui fait que quand même tu évolues. Ouais. Tu restes pas avec juste une gestion basique sans te poser la question de ce qui se passe, quoi. Tu fais évoluer les trucs avec ton temps. C'est ça. Quoi. Et on a qu'on ne citera pas, mais on a des exemples quand même de business qui justement se sont peut-être pas assez réinventés, ont peut-être pas surfé aussi sur certaines vagues et qui en payent le prix aujourd'hui. J'ai pas la rêve. On va faire un cut dans l'épisode, mais... Non, flemme, dis pas. Je comptais pas le dire. Okay. Mais on en parlera après, tu vois. Mais en tout cas, on peut avoir ce genre d'exemple-là aussi. Moi, j'ai des exemples en tête que je peux pas citer, mais de business justement dans l'infoprenariat, de coaching, accompagnement et tout ça, où la notion de la concurrence, des évolutions et tout ça n'a pas été suffisamment prise au sérieux. Et en fait, ces entrepreneurs, et c'est pas du tout pour leur jeter la pierre parce que je sais ô combien c'est difficile et je peux être concernée un jour. Il y a aussi des vagues sur lesquelles moi je n'ai pas surfé à tort. Enfin voilà, donc je jette pas du tout la pierre. Mais c'est toujours plus facile en plus de voir de l'extérieur que quand on est concerné. Mais je pense, j'ai 2 personnes en particulier en tête qui ont un business qui était très gros et qui maintenant stagne, voire descend. Parce que c'est des personnes qui étaient, pendant que le marché évoluait beaucoup, qui étaient focus sur des choses qui n'étaient en fait pas la priorité. C'est un peu comme quand tu sais, t'as des œillères. Je sais pas, c'est comme si tu étais dans ta maison, en train de faire tes travaux dans ta maison, mais t'as pas conscience qu'il y a un tsunami qui est en train d'arriver, quoi. Tu vois, tu n'as pas conscience que autour de toi, tout est en train de bouger. Eh ben, c'est exactement la même chose. Et donc, ils ont, aujourd'hui en tout cas, ils payent le prix de pas avoir été plus à l'écoute aussi de l'évolution d'un marché qui est pour le coup en évolution rapide en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc les 2 auxquels je pense ont un business qui aujourd'hui s'accroche, mais c'est un challenge alors qu'avant c'était beaucoup plus fast. Ok. Voilà. Ok, c'est vrai. Effectivement, il faut quand même savoir un petit peu, c'est pas se réinventer, c'est ça qui est un peu bullshit, mais c'est au moins toujours s'adapter aux évolutions ou mourir quand tu peux pas. Et surtout pas s'attacher à... Non, je donne l'exemple de Kodak. J'allais dire Kodak, Paix exemple. À son âme. Nous, on fait pas ça. Nous, on fait pas ça. Vous faites plus rien, du coup. Voilà. Ouais. Donc, quoique, ils ont bien trouvé un moyen de refaire quelque chose récemment, mais ils se sont fait flinguer en chemin, quoi. Et il y a ce truc de, nous, on fait pas ça, et peut-être pas la bonne réponse, ou tel truc, ça va pas marcher, c'est pas la bonne réponse. Mieux vaut rester curieux, en fait, des choses qui arrivent, et pas se dire, ah non, l'IA, ça va jamais nous remplacer jusqu'à la semaine prochaine, qui que vous soyez. Non, l'IA, ça va jamais remplacer l'humain. Pareil, faux. C'est le genre de choses qu'il faut pas juste balayer en se disant, non, il va rien m'arriver avec cette merde, en fait. Ouais, tout à fait. Bien. Ouais, je réfléchis à d'autres choses, mais je pense que c'est les choses principales, c'est-à-dire vraiment piloter le business. Accepter que ça foire. Accepter que ça foire. Décider, en fait, si on veut vraiment rester entrepreneur malgré les difficultés. Il y a un sujet aussi d'alignement. C'est que si tu continues à faire un truc avec lequel tu n'es plus en phase et qui ne te parle plus, on a un petit peu parlé, mais tu vas naturellement... ça va péricliter parce que tu portes plus en fait cette histoire-là. Surtout si tu as du personal branding, tu n'incarnes plus ce que tu racontes. Et quand tu n'incarnes plus, les gens le ressentent. Donc clairement, ça joue. Et comme on dit, le côté auto-sabotage et compagnie. Et je pense que c'est ça les différences majeures qu'on peut avoir entre les deux. Et
Une chose que j'ajoute aussi sur la différence entre un entrepreneur qui va rester dans le game et un qui dont on va plus entendre parler, c'est aussi son entourage, en fait, le réseau dans lequel il est. Parce que les moments où ça va pas dans le business, les moments où on rencontre des gros obstacles, où on a vraiment des soucis, que ce soit financiers, sans ce qu'on peut y trouver, etc. Quand on est tout seul dans cette histoire-là, c'est quand même compliqué d'en sortir. Alors que quand tu as su t'entourer, que ce soit des mentors business, que ce soit des pairs dans le sens de d'autres entrepreneurs avec qui tu peux en discuter, déjà tu continues à prendre le pouls de ton marché et de ce qui se passe, donc ça te permet de ne pas être à la ramasse. Et en plus, tu peux aller trouver les solutions, les contacts, l'aide en fait dont tu as besoin pour te maintenir hors de l'eau et pouvoir redémarrer. Alors j'ai pas la stat là-dessus, mais pour les entreprises, les entrepreneurs plutôt les premières années, il y a une énorme différence dans le nombre de faillites entre ceux qui ont été accompagnés et ceux qui ont été seuls en fait les premières années du business. Et si tu as été vraiment entièrement seul, le taux de faillite, il est énorme, je crois que c'est plus de 80%. Il faudrait vérifier la statistique, mais il est juste énorme. Alors que quand tu as été entouré, que ce soit coaching, mentorat, réseau, même les pépinières, incubateurs, ce genre de choses-là, le taux de succès et de survie de l'entreprise est bien supérieur. Donc ça montre quand même que l'entourage et le contexte, l'environnement dans lequel on se met, il est hyper important pour pouvoir rester dans le business. Et t'as encore un petit sourire. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Acheter des formations. Acheter des formations, mais oui, bien sûr, c'est le message. Non, mais c'est quand même, c'est probant. Et d'ailleurs, alors, instant page de pub, mais en vrai, des personnes qui viennent nous voir et qui ne se sont pas entourées, qui n'ont pas été accompagnées de la bonne façon et qui du coup se retrouvent par exemple à 3 mois de la fin de leur chômage en galère en disant il faut absolument que ça marche et maintenant je suis dans l'urgence, en fait il y en a plein. Vraiment j'ai essayé seul et en fait j'ai pas pris les bonnes infos, j'ai pas demandé à des gens qui avaient de l'expérience ou alors j'ai écouté des conseils business mais de gens qui n'ont pas forcément fait du business donc du coup c'était pas les bonnes recommandations et je me retrouve en stress et en galère avant que mon chômage il expire. Il y en a quand même beaucoup donc c'est important d'anticiper, de bien s'entourer. Parfois on voit pas forcément la valeur de s'entourer d'un réseau business parce qu'on n'a pas de problème en soi. Mais c'est une fois qu'on a des problèmes qu'on se dit « Waouh, heureusement que j'ai ce carnet d'adresses pour pouvoir m'aider en cas de pépin. » quoi. C'est vrai. Voilà, sur le sujet. Ça me parle. Bien. Un dernier truc à ajouter? Non, pour moi c'est pas mal déjà. Ouais. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc cool. Laurane, on t'a répondu Laurane. Pas, ça va bien se passer. Et si, juste une dernière chose que j'ajoute. De ne jamais se reposer sur ses acquis, sur ses lauriers pour tout ce qui est marketing et vente. Parce que on peut se dire, je pense que c'est un point important en plus, on peut se dire, c'est bon, mon offre elle se vend, mon business il tourne, et ne plus chercher à évoluer, à se former et à progresser dans le marketing et la vente, alors que c'est juste la base. Et que si ton business il commence justement un peu à stagner et que tu t'inquiètes, plutôt que d'aller t'éparpiller sur je sais pas quoi, reviens aux fondamentaux. En fait, les fondamentaux, c'est je parle à quelle cible, j'apporte quoi, j'amène quel résultat, je vends de quelle façon. Donc, les compétences marketing et vente, c'est vraiment, et gestion du coup, c'est celles qui vont vous prémunir au maximum de tout risque de faillite et d'arrêt de votre business, quoi. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Il y en a plein qui se disent « Ah non, moi je veux le faire une fois et plus entendre parler de marketing. » Mais en fait, très bien, faites ce que vous voulez. Mais si aujourd'hui tu as une entreprise multinationale, multimilliardaire comme Apple, qui tous les ans, je ne sais pas quel budget ils mettent en marketing, mais beaucoup d'argent, et qui tous les ans revoit son angle marketing, revoit la façon dont ils vont vendre. Alors bien sûr, il y a toujours le keynote tous les ans, mais il y a le message qui évolue, il y a évidemment l'offre qui évolue. Mais si Apple met autant de thunes pour se faire chier et autant d'efforts pour se faire chier à vendre des produits tous les ans, à quel moment vous pensez pouvoir y échapper, quoi. Ouais. Voilà. C'est une bonne conclusion. Top. Bien. J'ai encore oublié de faire mon appel à l'action. Mince. Vraiment, ce tournage, rien ne va. Vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube, nous poser des questions si vous avez envie, nous envoyer de l'amour, on prend aussi. Et sinon, 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça fait plaisir aussi. Voilà, c'est tout. Merci, bonsoir. Merci, bisous, à la prochaine pour un nouvel épisode.